Hellier. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Améliorer la sécurité des aéroports et des vols internationaux, c'est le travail d'une PME iséroise. Elle a mis au point un détecteur permettant de mieux identifier les produits dangereux lors des contrôles. L'entreprise est en bonne voie pour conquérir le marché américain le plus important au monde. Mieux connaître les métiers de la forêt, c'est l'objectif de séances découvertes organisées chaque mercredi de l'été en Chartreuse. Il s'agit d'expliquer aux touristes les spécificités de ces professions très techniques, exercées surtout par des passionnés. Du bûcheron au garde forestier, ils se sont tous mobilisés. Enfin, nous visiterons l'immeuble La Clarté à Genève. Comme d'autres œuvres de Le Corbusier, il a été récemment inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet immeuble a aujourd'hui 80 ans, mais reste d'une grande modernité. Et c'est un pilier de l'architecture genevoise. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici l'un des principaux titres. 3 militaires français sont morts en Libye. Les circonstances sont encore floues. Le gouvernement reconnaît pour la première fois la présence de soldats pour des missions de renseignement dans ce pays en proie au chaos. Les années passées se ressemblent dans les SPA de la région, comme toujours surpeuplés en période estivale. Mais les abandons ne sont pas l'unique raison à cela. Les défenseurs de la cause animale sont confrontés depuis quelque temps à une augmentation des actes de maltraitance. À la SPA du Dauphiné à Uriage, le reportage d'Aurélie Massé et Florine Heba. Une semaine après les faits, leur histoire continue de faire réagir sur les réseaux sociaux. Lardés de coups de couteau assénés par leur maître, Maxou et Daryl sont devenus les symboles d'une maltraitance de plus en plus fréquente et extrême. Cette cruauté envers les animaux, c'est aussi le reflet de la problématique humaine. Et je pense qu'on a affaire à des êtres humains qui ont des problématiques psychologiques et qui se défoulent malheureusement sur les animaux. Ces rescapés ne seront pas adoptables avant le procès de leur propriétaire dans 6 mois. Des cas de mauvais traitement qui s'ajoutent aux nombreux abandons. Ici, une cinquantaine d'autres chiens attendent une nouvelle famille. Les employés du refuge n'arrêtent pas une minute et la chaleur complique leur tâche. Faut faire attention, là-bas on mouille le sol par exemple, là où c'est au soleil pour pas qu'ils se brûlent les pattes. Et sinon on fait attention qu'ils fassent pas de coups de chaud et puis voilà. Même situation à la Chatterie où de nouveaux pensionnaires arrivent chaque jour. Cette fois, c'est une portée de 5 chatons trouvés au bord d'une route. Ils partent généralement assez facilement. Mais pour des adultes comme Tigresse, l'attente est souvent longue. Traumatisée par son abandon, cette minette a bien du mal à accorder sa confiance. C'est des chats qui n'ont pas forcément envie d'avancer vers les personnes. C'est des chats qui ont beaucoup de difficultés à se faire adopter, tout simplement. C'est pourtant une crève. Et c'est un amour. C'est un amour de chat. Pendant l'été, cette recrudescence des abandons génère aussi plus de dépenses pour cette association dont les ressources proviennent de dons et de legs. Besoin d'argent, besoin de bénévoles aussi. Cela fait 78 ans que la SPA du Dauphiné se démène pour continuer son action. 60 Roms ont été évacués tôt ce matin du parc Flaubert à proximité de la Maison de la Culture à Grenoble. Ils occupaient ce site illégalement depuis 1 an. Les baraquements ont été très rapidement détruits par les pelleteuses. Une expulsion dénoncée par certaines associations présentes sur place comme Rome Action. On écoute d'ailleurs l'un de ses représentants, Cédric Gonceau, au micro d'Aurélie Massé et Florine Heba. Eh bien, c'est très compliqué parce que du coup, il n'y a pas de solution par l'État. Donc la mairie de Grenoble propose des solutions éphémères de 2-3 jours de nuit d'hôtel. Donc c'est très problématique parce que donc il y a un non-respect de la loi au niveau de la loi sur les expulsions et du relogement suite à expulsion. Donc les bilans sociaux n'avaient pas été faits auprès des familles. Et donc beaucoup de familles se retrouvent un peu à la rue et dans une situation encore plus précaire que celle à laquelle ils vivaient au quotidien, quoi. Dans un contexte de menaces terroristes, cette innovation importante pour la sécurité des aéroports et des vols internationaux, une PME de Moirans en Isère a mis au point un détecteur capable de différencier avec une plus grande précision les matériaux et donc les produits dangereux comme les explosifs. Un atout pour renforcer la sécurité, mais aussi gagner du temps lors des contrôles des bagages. Xavier Schmitt, Vincent Abran. Les tests sont réalisés sur un scanner d'aéroport. La grande nouveauté est de pouvoir identifier les liquides et autres matériaux organiques. Le détecteur est capable de différencier l'eau des sodas et de la nitroglycérine. Démonstration avec un bagage à main où des explosifs sont dissimulés sous un ordinateur portable.
ce qui apparaît en menace, qui est un explosif qui est de couleur orange. Et celui-ci, effectivement, est, grâce à notre solution, mieux détecté, mieux identifié et permet de fournir une information à l'opérateur ou au superviseur qui lui permet de prendre une décision. La sécurité par les rayons X et l'électronique, c'est la spécialité de cette jeune entreprise. 18 collaborateurs seulement, mais tous ou presque ingénieurs. La clé de leur innovation est de détecter les matériaux dangereux en analysant leurs propriétés physiques. D'un module unitaire de 10 cm, avec un assemblage, on arrive à avoir la longueur nécessaire pour scanner les bagages, typiquement. Et l'innovation de ce produit, c'est de pouvoir transformer directement l'énergie des photons qui arrivent sur le semi-conducteur en signal électrique. La technologie a été testée par TSA, donc l'administration américaine, dans des conditions opérationnelles, avec de véritables explosifs. Le niveau de performance annoncé a été obtenu. Nous diminuons le risque d'erreur d'un facteur 3 par rapport aux meilleures machines actuelles. Notre technologie vient simplement s'intégrer dans les systèmes déjà existants. Donc pour eux, c'est une grande économie. La mise en œuvre est extrêmement rapide. La commercialisation est attendue aux États-Unis et en Europe fin 2017. Le marché est porteur. Les mesures de sécurité doivent se renforcer pour prévenir les actes de terrorisme. Cet été, le mercredi matin en Chartreuse, vous pouvez découvrir les métiers de la forêt. Il s'agit de réconcilier les vacanciers, les promeneurs avec les professionnels du bois qui sont parfois amenés à cohabiter. Ce matin, petit cours sur les spécificités et les difficultés du métier de bûcheron. Jean-Christophe Pain, Cédric Picot. Dès que vous entendez un bûcheron, une tronçonneuse, il faut identifier à peu près déjà où elle est. Et ce qui est important, c'est que le bûcheron puisse vous voir. Ça peut être utile en effet. 100 000 visiteurs par an au col de Porte, ça fait du monde. Pas toujours facile à gérer pour les bûcherons dans cette forêt très productive. De juin à septembre, Romain tronçonne à tour de bras, pile au moment où les vacanciers s'égayent dans les sous-bois. Ici c'est dégagé, donc on voit, il y a des endroits on voit rien du tout, donc on crie avant de couper, donc on a beau mettre des panneaux et tout, des fois les gens ils comprennent pas forcément non plus que c'est des endroits faits pour travailler et non pas pour se promener. Donc, pour les deux quoi. Voilà. C'est là où ça complique. Voilà. Donc des fois oui, nous est amené à nous prendre la tête avec des promeneurs, des fois il y a des promeneurs qui comprennent, donc qui font demi-tour. À 21 ans seulement, Romain est déjà à son compte, CAP et Bac Pro en poche. En Chartreuse, la filière bois pèse plus de 300 emplois. On a des gens d'un côté qui disent oui, les forestiers travaillent n'importe comment, abîment les chemins, coupent tous les arbres. Et puis de l'autre côté, on a des entreprises, donc des bûcherons, des débardeurs qui disent ils font pas gaffe, ils passent sur les chemins quand il y a des câbles, il y a des problèmes de sécurité, ils nous empêchent de travailler. Plutôt que d'être dans le conflit, on s'est dit que c'était peut-être plutôt d'aller dans le dialogue, d'essayer d'expliquer. Aujourd'hui, justement, les visiteurs ont découvert avec quel soin les professionnels travaillent la forêt. Comme dit Romain, le bois, c'est de l'argent qui pousse. Mercredi prochain, rendez-vous toujours au col de Porte, sous la Pinéa, mais dans une forêt privée, cette fois. Pas toujours facile pour les communes de rénover leur patrimoine historique sans s'engager dans de gros frais. Le village d'Entremont, en Haute-Savoie, a trouvé la solution en faisant appel aux chantiers Histoire et Architecture médiévale. Des chantiers de jeunes qui existent depuis plus de 50 ans. Serge Vorette, Christian Mathieu. Ah, les vacances à la montagne, ils s'en souviendront. Et pour cause, ils l'ont choisi leur chantier, et même plus pour certains. Jonathan, par exemple, en est tout bonnement l'instigateur. Il faut dire que ses parents avaient une résidence secondaire à Entremont. Ça faisait déjà plusieurs années que je faisais des chantiers avec cette association. Et je me suis dit, ce serait marrant qu'il y ait un jour un chantier ici. Comme ça, je serais déjà sur place. Et finalement, c'est parti de là. Mon père est parti à la mairie en proposant cette idée sur un coup de tête. Et finalement, ça a beaucoup intéressé la mairie qui est venue me voir. Et j'ai servi d'intermédiaire entre le CHAM et la mairie. Et voilà comment les chantiers Histoire et Architecture médiévale ont atterri ici, au pied de cette magnifique abbaye, dont le mur de soutènement devait être entièrement repris au plus vite. 15 jeunes volontaires vont ainsi le restaurer 3 semaines durant. Une opération qui aurait coûté facilement 10 000 € à la commune. Là, c'est gratuit et en plus avec le sourire.
ils sont super. Ils font un travail fantastique. Moi, je suis absolument ravie avec des méthodes anciennes. Voilà, c'est vraiment un travail formidable. Moi, vous apprennent des choses? Ah ben oui, parce que on a pu retrouver justement que le soubassement du mur était fait avec des anciennes pierres de l'abbaye qui ont une histoire et qu'on va pouvoir du coup réutiliser dans nos visites. Ils sont 250 jeunes répartis sur 12 chantiers en France cet été à mettre la main ainsi à la pâte et ça s'appelle tout simplement l'éducation populaire. L'éducation populaire est un excellent instrument qui est connu depuis longtemps mais qui n'a pas toujours eu la place qu'elle aurait dû avoir. C'est-à-dire que là, on a des gens qui s'investissent, qui s'engagent et qui en même temps vont donner de leur temps gratuitement, même en y contribuant financièrement, pour aider des collectivités qui ont besoin de notre intervention. À Entremont, le travail s'achèvera à la fin de la semaine. Et devinez quoi? Les jeunes bénévoles participeront en plus au spectacle des 900 ans de l'abbaye, vendredi et samedi soir. Magique? Non, tout simplement l'éducation populaire, une idée qui pourrait bien redevenir à la mode en ces temps de disette budgétaire. Cette information sport à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Le Russe Ilnour Zakharine remporte en solitaire la 17e étape du Tour de France 2016. Une étape de 184,5 km se déroulait en Suisse entre Berne et Hermosson. Le Français d'AG2R Romain Bardet s'est quant à lui classé 13e sur cette étape et se trouve désormais 5e au classement général. A noter que la prochaine étape demain sera au Savoyard avec un contre-la-montre de 17 km, donc entre Sallanches et Megève à partir de 13h30. Les rencontres Brel auront 30 ans l'an prochain. Le festival de Saint-Pierre de Chartreuse, qui sera bientôt rebaptisé le Grand Son, s'est ouvert hier avec un chanteur atypique, Dick Annegarn. Depuis 40 ans, ce Hollandais francophile trace son chemin à l'écart du monde médiatique. Damien Borelli, Vincent Abran. Jacques, je te tutoie comme un ami qui fait partie de la famille des Brel. Jacques Brelge était flamand, même s'il insulte les Flamands tardivement. D'ailleurs, il dit non, je les insulte pas, je les aime tellement que je les engueule, quoi. Il avait un sens de l'amitié assez rustre, assez rustique, assez vache. Et ce Brel-là, oui, c'est ce Brel-là que j'aime bien, oui. Dick Annegarn a bien des points communs avec le grand Jacques. Originaire d'un autre plat pays, la Hollande, cet arpenteur, exilé entre autres Garonne et Maroc, est aussi un poète amoureux de la langue française. Comme Brel, venu chercher le calme en Chartreuse puis aux Marquises, ce barde attachant aime communier avec la nature. La nature, je dis bien, c'est une leçon d'humilité où on devient ce qu'on regarde, quoi. On se fait absorber, on devient un peu mystique même. Moi, j'aime pas trop la montagne, d'ailleurs j'aime bien la voir de loin. Voilà. Donc j'habite dans les petites Pyrénées et je vois les grandes Pyrénées au loin. Si l'ombre de Brel plane toujours au-dessus de Saint-Pierre, le festival chartrousin s'appellera désormais le Grand Son, clin d'œil au sommet voisin. Un changement motivé à la fois par la décision des héritiers du chanteur de réserver le nom de Brel à leur fondation et à une ligne artistique devenue plus éclectique. On est plus world, musique du monde. Le jeune public qu'on veut toucher connaît peu ou mal Brel, et donc ça ne leur parlait plus, ou ça ne les intéressait pas. Et le public un petit peu plus mûr, lui, n'y trouvait pas son compte parce qu'il venait pour écouter du Brel et n'entendait pas de Brel. Ils ont changé de famille, qu'ils ont changé de prénom. Dick Annegarn, lui, reste bien un rejeton de l'oncle Jacques. Dans l'église Saint-Hugues, au milieu des peintures sacrées d'Arcabas, le Hollandais chantant a communié pendant plus d'1h30 avec un public complice. Une liturgie païenne célébrée par cet artiste singulier, un art mystique au timbre toujours grave et chaleureux. Suite de notre visite de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chaque jour nous vous proposons de découvrir quelques idées de visites ou balades. Ce soir, direction l'Ain à Saint-Étienne-du-Bois avec notre guide Christian Konksiker. Bonjour.
Bonjour, bienvenue en Bresse, une terre traditionnelle d'élevage. On y trouve bien sûr des volailles, mais aussi beaucoup de chevaux ou de poneys. Alors avant de partir au trot, je vous propose de découvrir la vie bressane d'autrefois à travers le magnifique écomusée Saint-Étienne-du-Bois. On y va, Marie-Laure? Allez, c'est parti. On y va. C'est une ferme bressane typique de 1465. Elle a été démontée et rebâtie ici en respectant le procédé de construction traditionnel, une maison faite en chêne du pays, en pans de bois entrelacés et en torchis, une construction modulaire déjà à l'époque. Après un héritage, un enfant pouvait hériter de la maison, tout simplement. Un autre enfant hérité du terrain. Et donc l'enfant qui avait la maison pouvait démonter sa maison et la ramener un peu plus loin sur un autre terrain. L'écomusée est d'une richesse exceptionnelle. Sur 2000 m², on retrouve des objets de la vie bressane d'autrefois à différentes époques. Des meubles, des habits, des outils, la plupart dans un état de conservation remarquable et tous proviennent des environs. Toutes ces collections nous ont été données par des gens du village ou des gens des alentours qui ont préféré nous en faire profiter cette maison de pays plutôt que de donner à d'autres musées ou surtout plutôt que ça disparaisse. Alors il y a des outils qui ont été donnés par un menuisier, il y a des outils qui ont été donnés par un charron et c'était des gens qui travaillaient dans le village autrefois, qui avaient leur petit artisanat, leur petit commerce et ils en ont fait profiter notre association. Ici, dans cette pièce supérieure, Marie-Jo, vous avez voulu reconstituer ce qui faisait la vie quotidienne finalement des Bressans. Oui, tout à fait. Nous avons essayé de reconstituer l'ensemble des petits commerces d'autrefois qui existaient dans un village, comme par exemple à Saint-Étienne-du-Bois. On y retrouvait quoi par exemple? Alors, on retrouve bien entendu l'épicerie, qui était un lieu important, où on trouvait finalement beaucoup de choses, non seulement l'épicerie proprement dite, mais aussi tout ce qui était de la mercerie, par exemple. Et à côté de l'école et du sabotier, il y a bien sûr l'éternel bistrot et ses jeux anciens, comme le garguillon. Et alors ça, c'était un jeu... C'était un jeu d'argent. C'est un jeu comme les jeux de quilles, c'était des jeux d'argent. Allez, une nouvelle chance. On va mettre 5 € sur la table, attention. Ouais, c'est ça. Échec et mat. De la maison de pays en Bresse à la maison des chevaux, il n'y a qu'un pas. Nous sommes à présent chez Marie-Laure Rousset, un élevage équin, où l'on apprend aux enfants à murmurer à l'oreille des poneys. Tu lui as dit comment tu t'appelais? Robin. Ouais, tu lui dis bonjour, je m'appelle Robin. Chariot. Dans ce domaine, à la fois élevage et école, chevaux et poneys vivent ensemble, des tailles très différentes, mais ici c'est un même respect qu'il aurait dû. Lorsqu'on s'approche d'un animal et qu'on est censé vouloir lui monter dessus, la moindre des choses, c'est d'être poli, c'est de venir le voir, lui dire bonjour, se présenter, lui dire ce qu'on va faire avec lui, le monter, le brosser, le sceller. En termes de vertu, il y a beaucoup de qualités à développer qui sont finalement des qualités sociales qu'on peut ensuite répercuter soit au niveau de l'école, au niveau du boulot, enfin il y a beaucoup de choses. C'est une forme d'équithérapie en fait. Donnez-lui déjà votre allure, on marche, on marche, on marche. Allez, on va s'échauffer un peu les cuisses, on se lève, on s'assoit. On essaie de le faire en rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est la cadence du trot du cheval, ça va vous préparer. Parmi la bonne cinquantaine d'éleveurs de chevaux de sport et de loisirs de l'Ain, Marie-Laure, cavalière de toujours, est relativement jeune. C'est un projet de vie que j'ai depuis l'âge de 18 ans. En 2008, j'ai rencontré cette ferme qui a vraiment correspondu à toutes mes attentes, autant au niveau des poneys que des cavaliers et des chevaux. Et du coup, j'ai décidé de me lancer, d'arrêter mon travail en ressources humaines pour pouvoir me consacrer plus à l'agriculture et à l'enseignement. Son élevage est composé essentiellement de poneys, des Welsh et des Shetland, aussi petits que robustes. C'est des animaux qui sont très sociables. Après, il faut bien entendu qu'ils aient un dressage qui soit adapté à l'utilisation qu'on va en faire. Donc avec les enfants, il faut les habituer au bruit, au déplacement un peu à l'improviste, pour que l'enfant soit en sécurité. Ils font des papouilles un peu. Hein. C'est ça, ils aiment bien. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui sous le magnifique soleil de Bresse. Je vous propose de nous retrouver demain en Pays de Gex. À bientôt.
L'œuvre architecturale de Le Corbusier a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une œuvre foisonnante dans laquelle figure notamment en Suisse l'immeuble La Clarté à Genève. Déjà classé aux monuments historiques, cet immeuble très moderne pour l'époque avait été construit en 1930. Visite signée Serge Vorette et Christian Mathieu. Genève en était encore au classicisme du 19e siècle quand soudain surgit La Clarté. Un immeuble d'habitation de 9 étages, de 50 appartements tout en studio, duplex, éléments traversants, exposés nord-sud et surtout tout en lumière. Beaucoup de lumière, une grande hauteur sous plafond, une ouverture vers le ciel, vers les éléments pour jouer avec les grandes ouvertures en façade et faire venir le vent ou le soleil comme on le souhaitait dans son habitation. C'était quelque chose de novateur pour les années 30. Et voilà Le Corbusier qui fait pénétrer la modernité au cœur de l'austère Genève. Une modernité industrielle aussi. C'est l'architecture de l'ingénieur, où transparaissent sans fausse pudeur les matériaux, les structures porteuses. Il affirme leur présence, ce qui finalement facilite la restauration du bâtiment en 2009. C'est d'une part une sauvegarde d'une matière, d'un ensemble d'éléments qui sont assez abîmés, mais qu'on peut toujours repeindre, réparer, reconstruire, et d'autre part qu'on peut mettre à jour avec des solutions relativement simples pour arriver à un état qui soit utilisable maintenant. Utilisable sans doute parce que la fonctionnalité est primordiale chez l'architecte du siècle, mais aussi beau jusqu'au toit-terrasse où la clarté se transforme alors en un paquebot un peu seul au port. Ce mur pignon devait accueillir un autre Clarté derrière lui, et puis encore un autre et un autre. On devait réaménager tout ce quartier de Genève, ce qui n'a pas été fait. Clarté est resté du coup un cas unique dans l'urbanisme genevois. Et paradoxalement, c'est peut-être parce qu'il est unique que la Clarté a été classée, comme une œuvre souvent mal imitée et évidemment jamais égalée. Et c'est la fin de cette édition. Passez une très belle soirée, à demain midi.